Bonjour, donc d'abord merci de m'avoir invité. Donc je vais vous parler de l'apport de l'IRM chez les patients dans le coma. Donc je m'appelle Damien Galano, je suis neuroradiologue à la Pitié-Salpêtrière et ça fait depuis 20 ans que je travaille sur cette thématique avec nos réanimateurs, neurochirurgicaux et médicaux. Donc quel est le problème qu'on va avoir chez ces malades dans le coma ? Alors c'est une pathologie qui est fréquente au final, il y a plusieurs dizaines de milliers de cas par an en France, donc on parle vraiment de malades très lourds et très nombreux, avec des causes multiples, mais schématiquement vous avez trois causes principales. La plus fréquente et de loin c'est les arrêts cardiaques, donc là ça va plutôt être des sujets âgés, les traumatismes crâniens, donc là c'est chez les sujets jeunes, et tout ce qui est le saignement dans la tête, qui peut aller de l'hémorragie ménagée aux hématomes intraparenchymateux, alors là qui touche vraiment toutes les catégories démographiques. L'évolution est imprévisible, ça va de à peu près 90% d'évolution défavorable dans les arrêts cardiaques. Il faut bien comprendre que vous avez toutes ces séries télévisées où on vous montre le patient qui fait l'arrêt cardiaque, on le défibrille et hop, il se réveille, tout va bien. C'est pas ça la vraie vie, hein, ça se termine mal dans l'immense majorité des cas. Les traumas crâniens, c'est un petit peu mieux, mais ceux qui sont dans le coma, il y a quand même 50% d'évolution défavorable, c'est-à-dire des patients qui vont être végétatifs ou post-relationnels. Il y a peu d'imagerie pronostique réalisée en fait. L'arrêt cardiaque, rien. Vous faites un arrêt, on va vous mettre tout de suite en réa, on vous met en hypothermie et au bout de 3 jours, on essaye de vous réveiller pour voir si vous êtes conscient ou pas. Vous êtes conscient ou vous avez des signes de conscience, on continue la réanimation. Vous n'avez pas de signe de conscience, on arrête. Donc c'est quand même assez perturbant. Vous avez la moindre migraine, on vous fait une IRM. Vous êtes dans le coma parce que vous avez fait un arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'on fait comme exploration d'imagerie pour voir si votre cerveau est abîmé ou pas? Rien. Trauma crânien, hémorragie ménagée, ça reste des scanners qui sont en examen de valeurs pronostiques très limitées. Donc, quel est le problème en fait chez ces malades? Si on prend les malades admis, voilà, en réanimation, à peu près au bout d'une semaine, vous avez 75% des patients qui vont être soit décédés, soit réveillés. Donc vous en avez 25% qui restent comateux à J7, avec en gros, bon ça dépend beaucoup des étiologies comme on l'a vu, mais une partie qui va évoluer vers un état de conscience qu'on estime pas satisfaisant, c'est-à-dire végétatif ou post-relationnel, et 30% qui vont récupérer plus ou moins bien, mais avec une qualité de vie qu'on va juger acceptable. Le gros problème, c'est que dans les premiers jours, c'est assez simple finalement de désescalader une réanimation et de faire en sorte que le patient meure naturellement. Le problème, c'est que dans cette période, les marqueurs qu'on a d'évolution sont totalement non précis. Donc on va être obligé de réanimer les malades a priori en fonction des souhaits de la famille, des convictions des médecins. Et les convictions des médecins vont énormément jouer là-dedans, paradoxalement. Et si jamais vous créez ces malades végétatifs, après les conséquences sur les familles sont catastrophiques. Et pour arrêter, même s'il y a des cadres réglementaires, il y a même des cadres religieux qui vous autorisent à arrêter, en pratique c'est extrêmement compliqué. Et on va sur les drames type Terry Schiavo ou les problèmes, les types de patients qu'on a eu en France, avec des conflits familiaux qui vont se greffer, se développer sans kyster, et des solutions qui sont toujours mauvaises en pratique. Donc la solution, c'est en fait, tant que le malade est en réa, dépendant de la machine, avoir une évaluation de son pronostic la plus fiable possible pour pouvoir dire aux gens, écoutez, voilà, si on peut continuer à le réanimer, mais rendez-vous compte qu'il ne rentrera jamais à domicile, vous ne retrouverez jamais un contact avec lui qui sera satisfaisant. Et là, je vous garantis que dans l'immense majorité des familles, quelles que soient les convictions culturelles, religieuses, on arrive à arrêter sans trop de problèmes. Parce que ce n'est pas quelque chose d'actif, il suffit d'attendre qu'il fasse la pneumopathie et voilà, ça se termine tranquillement. Alors, la question qu'on va vous poser, docteur, si on ne sait pas, pourquoi vous ne faites pas une IRM? Pourquoi on ne le fait pas en pratique? Plusieurs raisons. C'est très lourd chez un malade dans le coma. C'est compliqué. C'est dangereux. Ça augmente. Pourquoi? Parce que quand vous allongez le malade dans les traumas crâniens, sont en hypertension intracrânienne, vous l'allongez, vous augmentez la pression intracrânienne, le malade meurt. Donc pendant 15 jours après le trauma, c'est pas possible de faire l'examen. Votre malade est ventilé, il est fortement sédaté, donc si vous avez le moindre problème dans votre
matériel de réanimation, il va spontanément s'arrêter de respirer. La surveillance est limitée, on est dans un tunnel avec un énorme champ magnétique, donc les méthodes de surveillance habituelles, ça ne marche pas. Vous pouvez que surveiller la saturométrie, comme les malades dans le Covid. Voilà, c'est la seule chose, vous mettez le saturomètre au droit, c'est la seule chose qui marche. Ça dure longtemps, et les radiologues vont pas être enthousiastes à l'idée de bloquer 1 heure de temps machine pour faire un examen. Les anesthésistes, pareil, passer 2 heures à amener le malade à l'IRM, ils sont pas non plus très chauds. La valeur pronostique des séquences généralement réalisées en routine est limitée. Et ce qu'on va dire à la famille, on fera ça plus tard pour voir l'importance des lésions. Vous voyez un peu, pour faire une IRM chez ce type de malade, c'est super lourd. Il y a des seringues dans tous les sens, du matériel de réanimation, des moniteurs qui sont, c'est des ventilateurs qui sont archaïques. Enfin, c'est pas facile et ça prend énormément de temps. Et en plus, vu que c'est un champ magnétique très puissant, si vous faites la moindre erreur dans le matériel que vous mettez, voilà ce qui va se passer. Alors ça et ça, c'est des choses qui se sont produites à la Pitié-Salpêtrière. Ça, c'est un pied à perf. Il y avait 2 types de pieds à perf identiques, des magnétiques, des amagnétiques. Un beau jour, les deux ont été inversés. Schklunk, ça s'est collé dans la machine. Ça, c'est ont changé l'IRM, ils ont voulu refaire le sol. Donc, plutôt que de prendre des gens spécialisés, ils ont fait venir boiserie et décoration. Voilà. Il a fallu un treuil pour enlever le... voilà. Et ça, c'est pas chez nous, c'est à Toulon-Naval. Ils ont rentré le lit. Vous voyez un peu la taille de ces lits médicaux, le poids. Le lit est fiché dans l'IRM. Donc, inutile de vous dire, vous faites la moindre erreur, ça vole dans tous les sens. Et le vrai risque de l'IRM, en fait, il est là. C'est les projections de... Alors, pourquoi l'IRM classique va être pas intéressante? Parce que, en fait, sur les séquences classiques, ce qu'on appelle le FLAIR, le T2 étoile, il y a plein de phénomènes différents qui vont vous donner les mêmes images. Donc, si vous avez un hypersignal, ça peut être de l'œdème, de l'ischémie, une destruction du cerveau par le traumatisme, une contusion. Ce qui ressemble à un hématome, ça peut être juste un petit peu de sang dans le tissu, comme ça peut être un hématome en train de se constituer, avec une atteinte différente du parenchyme. Vous n'avez pas d'information fonctionnelle. Le cerveau, vous pouvez avoir des lésions, il peut continuer à fonctionner, comme il peut ne pas continuer à fonctionner. Et c'est pas sensible à certains mécanismes très importants dans les troubles de conscience, en particulier l'hypertension intracrânienne, qui est un des principaux mécanismes qui va abîmer le cerveau en traumato, et les lésions axonales diffuses. Donc ça, on ne les voit pas avec les séquences classiques de l'IRM. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne fait pas des IRM chez ces malades en routine, parce que finalement, l'apport des séquences classiques va être peu important. Vous voyez toute une série de malades ayant évolué de manière différente. Ceux-là, ils sont décédés. Ceux-là, ils ont évolué de manière médiocre. Et celui-là, ça s'est bien passé. Celui-là, ça s'est également bien passé. Donc, les lésions, elles sont très proches, en fait. Et là, vous avez typiquement des lésions d'attrition cérébrale. Là, vous avez simplement de l'œdème vasogénique avec un petit peu de suffusion hémorragique. Mais vous voyez que les images, elles sont très proches. Là, vous voyez rien, en pratique. Le cerveau, il a l'air normal, mais vous auriez 90 ans, c'est un cerveau normal. Le problème, c'est que lui, il a 20 ans. Donc, vous avez eu une hypertension intracrânienne qui a créé une souffrance cérébrale diffuse et le cerveau s'est atrophié. Donc, tout ça, vous ne le voyez pas avec les séquences classiques. Là, par contre, c'est malheureusement assez simple de conclure. Ce malade, là, en haut, la flèche, il a comprimé les artères, il a fait de l'ischémie des structures profondes. Bon, on sait que là, ça va mal se passer. Celui-là, il a fait un hématome du tronc. Donc, ces 2 cas-là, vous savez que ça va mal se passer. Le pronostic de ces autres malades, il est beaucoup plus compliqué à évaluer. Donc, on va utiliser des séquences quantitative et fonctionnelle, c'est la recherche qu'on a développée pour vraiment mesurer un petit peu l'état du cerveau au moyen de l'IRM. Donc ça vous permet de mesurer directement des phénomènes physiologiques et l'état du cerveau. Donc ça, c'est les séquences quantitatives, vous allez mesurer des phénomènes physiologiques. Les séquences fonctionnelles, vous allez vérifier que le cerveau est encore capable de fonctionner en détectant des activations cérébrales. Donc il y a plusieurs approches possibles. La volumétrie cérébrale, donc ce qu'on fait plutôt dans les démences,
les séquences de spectroscopie, compliquées à mettre en œuvre. Et en fait, les deux qu'on va utiliser beaucoup plus fréquemment, c'est le tenseur de diffusion et l'IRM fonctionnel. Donc le tenseur de diffusion, ça va étudier les mouvements spontanés de l'eau dans les tissus. Et ces mouvements de l'eau dans les tissus, ils vont être contraints par votre fonctionnement cérébral. Donc là, vous avez un axone myélinisé. L'eau va diffuser assez librement dans le sens des axones et le mouvement de l'eau va être contraint par la gaine de myéline. Et vous allez extraire deux paramètres principaux. Le premier, c'est la diffusibilité moyenne. C'est est-ce que les mouvements de l'eau sont contraints ou pas dans le cerveau. Donc si vous avez un cerveau bien structuré, cette diffusibilité va être faible. Si vous avez un cerveau qui, à cause du trauma, est devenu une éponge, l'eau va diffuser plus librement. L'autre paramètre, c'est l'anisotropie fractionnelle, c'est est-ce que l'eau va diffuser dans une direction préférentielle. Donc, lorsque vous avez des axones et des dendrites, des faisceaux de substance blanche, l'eau va être canalisée dans la direction de ces faisceaux de substance blanche. Si votre trauma, il a cassé finalement vos axones et vos dendrites, l'eau va diffuser dans n'importe quelle direction et votre anisotropie fractionnelle va être réduite. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre, c'est pas sensible à la sédation, mais ça va nécessiter une normalisation parce que, comme toute mesure, c'est dépendant de la machine sur laquelle vous faites votre mesure. Et la grosse difficulté, elle va être là, en fait. Donc voilà à quoi ça ressemble une séquence de tenseur de diffusion. Là, c'est des cartes d'anisotropie fractionnelle. Plus l'eau est canalisée dans une direction préférentielle, de manière stricte, plus ça va être rouge. Donc, où est-ce que l'eau diffuse préférentiellement dans une direction? Ça va être le corps calleux, par exemple, les capsules internes, les faisceaux pyramidaux, les radiations optiques, tout ça c'est des régions où l'eau est canalisée dans une direction. Votre cerveau est intact, votre carte, vous allez avoir ça. Si votre cerveau est atteint, votre carte va être perturbée. Ça, c'est un patient qui a présenté un traumatisme crânien grave, avec ce qui ressemble à une lésion hémorragique du tronc cérébral, donc ça paraît très très inquiétant. Des contusions du corps calleux. Mais si vous regardez votre carte, vos faisceaux, même s'il y a du saignement, vos faisceaux qui sont intacts. Et on peut même aller plus loin et suivre les faisceaux. Vous voyez que vos faisceaux sont parfaitement préservés. Donc même si vous avez une lésion qui est inquiétante initialement, comme je vous dis, ces séquences morphologiques ne sont pas spécifiques. En réalité, c'est juste un petit peu de suffusion hémorragique et les faisceaux de substance blanche sont intacts. Donc ça, c'est un malade qui s'est parfaitement réveillé. Donc vous voyez que on ne fait pas ça simplement pour dire aux gens « Oh là là, le cerveau il est détruit, on va tout arrêter », mais ça permet aussi de repêcher des malades qui initialement auraient été considérés comme extrêmement graves et qui en réalité ont des lésions qui sont tout à fait compatibles avec une vie relationnelle satisfaisante. Alors on a poussé les études plus loin avec une évaluation normalisée sur des groupes de population. Donc ça a été une étude qu'on a faite au niveau européen. Et vous avez deux malades dont les lésions sont identiques, à part que là, vous avez quand même des lésions du tronc. Et vous voyez que dans le premier cas, l'anisotropie fractionnelle est bien préservée. Dans le deuxième cas, elle est complètement perturbée. Et le système permet en fait de positionner les malades par rapport à ces malades de l'étude qui ont évolué favorablement ou défavorablement. Donc vous voyez que le premier malade, donc ça c'est les contrôles, tombe pile dans la zone où finalement les gens récupèrent très bien. Le deuxième malade, dans la zone où il est, il n'y a aucun malade qui a récupéré une vie relationnelle satisfaisante. Donc, pour le deuxième malade, vous pouvez dire avec un degré de certitude proche de 100% à la famille, écoutez, bon, ça ne sert à rien de continuer, il n'a aucune chance de récupérer. Par contre, dans le cas précédent, vous pouvez rassurer la famille et dire, écoutez, bon, tout peut arriver, il peut faire l'embolie pulmonaire, mais a priori, ça devrait bien se passer. Alors on peut aller plus loin, ça c'est une autre étude qu'on a faite, on a des mécanismes de tracking, on suit les faisceaux et on est capable d'identifier sur ces faisceaux les régions précises où le faisceau est abîmé. Alors après, vous allez en déduire en fonction de pourcentage d'atteinte, des faisceaux atteints. On peut espérer aussi, par ces autres méthodes, déterminer le pronostic. Ça, c'est des études qui sont plus préliminaires. C'est plus compliqué, ça nécessite des puissances de calcul assez phénoménales pour traiter les données. Alors ça fonctionne aussi encore mieux dans l'arrêt cardiaque. Un patient qui a fait un arrêt cardiaque, 15 minutes de no-flow. Alors le no-flow, c'est quand vous êtes en fibrillation ventriculaire, qu'on n'a pas commencé à vous réanimer, donc il n'y a plus de sang qui arrive au cerveau. Donc là,
il y a déjà des lésions sur les séquences conventionnelles, avec de l'ischémie, des noyaux gris, de l'ischémie partout sur le cortex. Là, après, vous regardez vos cartes, vous voyez que la substance blanche est complètement détruite dans tout l'hémisphère, versus la valeur normale sur cette même image. Donc là, pareil, sur ces images, c'est assez simple de dire, écoutez, bon, là, ça sert clairement à rien de continuer la réanimation. Cas inverse, alors c'était au moment où il y a eu il y a quelques années, tous les épisodes d'alerte sur les risques thromboemboliques des pilules eustro-progestatives. Donc là, c'est une jeune femme qui prend la pilule, qui soudain s'effondre devant ses parents, qui ont le réflexe de masser, d'appeler les pompiers, qui masse pendant donc 1 minute de no-flow, 1 heure de massage cardiaque externe, puis ils l'amènent en interventionnel, ils font thoracotomie, le massage cardiaque interne, donc le truc où vous dites qu'il n'y a aucune chance que ça évolue bien. Par contre, regardez, aucune lésion sur l'IRM, des cartes complètement normales. Donc vous voyez que même des malades qu'on aurait donné perdants quasiment à 100% dans bien des cas, bah, ils peuvent très bien récupérer. Là, quand on a fait l'IRM, elle était réveillée. Donc vous voyez que même des réanimations extrêmes peuvent marcher, et ces malades, il faut vraiment les dépister. Donc résultat dans les arrêts cardiaques, c'est encore plus impressionnant. Ça, c'est les marqueurs cliniques. Donc ça, c'est des courbes ROC. Un système qui marche, votre courbe, elle va être collée tout en haut là. Les marqueurs cliniques, bah, ça marche pas bien. Là, le tiré à pile ou face, c'est cette ligne-là. Donc marqueur clinique, c'est quasiment tiré à pile ou face. Marqueur d'imagerie classique, c'est un petit peu mieux. Et nos marqueurs quantitatifs, bah là, ça marche à 95% quasiment dans l'arrêt cardiaque. L'IRM fonctionnel en diamo rapide, 2 types, soit l'IRM fonctionnel d'activation, ça c'est le malade, vous avez dû entendre parler de cet article du malade dans le coma jouant au tennis. Bon, c'est très intéressant certes, mais le malade dans le coma qui joue en fait des végétatifs, des postis relationnels, il va pas se réveiller. Hein. Il ouvrira peut-être une paupière, mais il va pas se réveiller. Le gros problème, l'autre méthode, c'est ce qu'on appelle le resting state, c'est-à-dire l'IRM fonctionnel de repos, où on va voir quelles sont les régions qui vont travailler ensemble en analysant finalement le rythme des flux sanguins. Et si votre rythme est synchronisé, les régions travaillent ensemble. Donc on peut dire que si le cerveau est préservé, les rythmes vont être bien synchronisés dans les réseaux du mode par défaut. Si le cerveau est atteint, il va y avoir une déstructuration. Le gros problème, c'est que c'est super sensible à la sédation et vous êtes obligé d'endormir vos malades, même s'ils sont dans le coma, pour faire l'examen. Et les méthodes ne sont pas reproductibles. Donc on obtient ces jolies cartes de corrélation avec les différents réseaux qu'on étudie. Alors il y a des études qui ont montré que ça pouvait être intéressant et ça aide à séparer surtout les malades qui vont être végétatifs des postis relationnels. Cela dit, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire la différence entre ces deux groupes de malades, sachant qu'aucun des deux n'aura une évolution favorable? Je ne suis pas sûr. En conclusion, donc l'IRM de pronostic des comas est peu développé, c'est un examen qui est lourd, complexe, dangereux, mais pourtant fondamental à mon avis. Là, il y a un intérêt pratique à la fois pour le malade pour arrêter des soins inutiles et inversement repêcher des malades pour chez qui inversement on aurait baissé les bras. Il y a un intérêt aussi surtout pour la discussion avec les familles et la relation médecin-malade, d'une part pour diminuer les biais de prise en charge, faire en sorte que votre réel soit moins dépendant de la conviction du médecin d'une certaine manière, éviter le drame des végétatifs policiers relationnels et à mon avis aussi parler aux patients avec un gros degré de certitude en montrant des images, bah, vous amorcez de manière beaucoup plus harmonieuse et favorable le travail de deuil qui est très compliqué lorsque vous baissez les bras sur des arguments purement subjectifs du médecin. Merci de votre attention. Merci.